Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Docteur Loïc Epelboin, je suis médecin en maladies infectieuses et tropicales, également chercheur en maladies infectieuses et médecine tropicale, et j'exerce à l'hôpital de Cayenne, situé en Guyane, ce petit territoire que l'on trouve en forêt amazonienne, un peu coincé entre le Brésil d'un côté et puis de l'autre côté le bouclier des Guyanes qui se termine par le Venezuela. C'est l'occasion aujourd'hui pour moi de vous parler d'une pathologie redécouverte avec un grand intérêt depuis une dizaine d'années en Guyane. En effet, il s'agit de la fièvre Q. Et cette fièvre Q, j'ai commencé à travailler dessus dès mon premier passage en Guyane en 2007, donc il y a 12 ans. Et depuis, c'est devenu l'un de mes sujets favoris de recherche. Je suis également un très grand nombre de patients pour cette pathologie. Et c'est une pathologie qui, si elle est connue partout dans le monde, présente une incidence, donc un nombre de cas rapporté à la population par an, qui est extrêmement élevé en Guyane et qui est de loin l'incidence la plus élevée au monde. La fièvre Q, dès le début, ça a été un mystère, et elle tient d'ailleurs son nom de ce mystère, vu que le Q de la fièvre Q, qui est la lettre et pas autre chose, ça vient de l'anglais query, qui veut dire mystère, même si on sait que cette maladie qui a été découverte en 1935 l'a été dans la région du Queensland en Australie, et qui commence par Q aussi, donc probablement que c'était un heureux hasard qui a permis qu'on nomme cette maladie-là comme ça. Et elle est liée à une bactérie qui s'appelle, son petit nom latin, c'est Coxiella burnetii. Cox et Burnet faisant partie de ceux qui ont permis de découvrir cette bactérie et cette maladie. Elle est relativement bien connue dans le monde, il traîne partout dans les journaux scientifiques que cette bactérie aurait été retrouvée absolument partout dans le monde, à l'exception d'un seul endroit qui est la Nouvelle-Zélande. Donc ça ressort dans toutes les publications scientifiques, ce qui étonne les gens puisqu'il y a énormément de bétail en Nouvelle-Zélande. Et que, comme on va y revenir, la fièvre Q est transmise principalement par le biais du contact avec le bétail. Il s'agit donc d'une petite bactérie intracellulaire, c'est-à-dire qu'elle est moins facile que d'autres bactéries à mettre en évidence, parce qu'au lieu d'être dans un fluide, elle est planquée dans les cellules, dans certaines cellules, et elle a une très grande résistance dans le milieu extérieur, ce qui lui permet en fait de reposer dans le milieu extérieur, dans la poussière ou autre, et puis d'être transmise dans un second temps, soit à d'autres animaux, soit à l'être humain, qui l'inhale, donc qui l'attrape la plupart du temps par le biais des poumons. C'est une maladie qui est ce qu'on appelle une zoonose, qu'on appelait par le passé anthropozoonose, et qu'on appelle maintenant zoonose, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est transmise et qui est partagée des mammifères à l'être humain. On est d'accord, l'être humain est un mammifère, mais selon les théories, on serait un petit peu différent des autres mammifères. C'est surtout à l'occasion de la mise à bas des animaux, donc les veaux, les vaches, les cochons, principalement, que l'homme se contamine. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de contaminations au moment des vélages, où les vétérinaires, les agriculteurs peuvent se retrouver contaminés. On retrouve cette contamination également chez les gens qui travaillent dans les abattoirs. Et puis il y a un mode de contamination un petit peu original qu'on a décrit beaucoup dans le sud de la France. Vous allez voir que le sud de la France, c'est un endroit où la fièvre Q est bien connue, c'est d'ailleurs là où il y a le centre national de référence du professeur Didier Raoult. Et donc beaucoup des connaissances sur la fièvre Q dans le monde sont issus du sud de la France et de ce centre national que j'appellerai après CNR. Un des modes de transmission, c'est comme je vous l'ai dit, ça vit très bien dans le milieu environnemental, et en fait on a vu qu'à l'occasion de l'apparition du vent, notamment le Mistral, et bien en fait là où il y a un troupeau, il y a beaucoup de bactéries qui sont émises dans l'environnement, le Mistral se lève, emporte les bactéries et vient les déposer sur un village qui peut se retrouver jusqu'à quelques dizaines de kilomètres plus loin, et en fait il peut y avoir des petites épidémies dans le village d'à côté alors qu'ils ne sont pas directement en contact avec le bétail, parce que les bactéries ont été transportées par le vent. Donc voilà pour le mode de transmission en général, mais pas en Guyane, de la fièvre Q. Est-ce qu'on peut prévenir ce type de pathologie quand, comme dans la plupart des pays, on identifie bien la source, à savoir le bétail? On peut, oui, effectivement, s'en prévenir, que ce soit
chez les agriculteurs, chez les vétérinaires, chez les ouvriers d'abattoirs, notamment en portant des masques protecteurs pour éviter d'inhaler les spores qui sont émises dans l'environnement proche des animaux. C'est le principal mode de prévention. Et puis également dans ces abattoirs, etc., en mettant des gants. Comme la transmission se fait principalement par l'inhalation, c'est ça qu'il faut éviter. Il existe un vaccin contre la fièvre Q, mais qui n'est disponible qu'en Australie et qui en plus nécessite un certain nombre de précautions et des prises de sang au préalable pour pouvoir être utilisé. Mais il n'est pas du tout disponible dans le reste du monde et en France notamment, c'est pour ça que j'en parle assez peu. Ce vaccin n'est pas plus répandu parce qu'il présente des risques en fait il peut provoquer des formes plus graves chez certains patients, ce qui nécessite notamment d'avoir fait une prise de sang au préalable pour pouvoir le donner et vérifier que le patient n'a pas fait une fièvre Q au préalable. Ensuite, la fièvre Q est une maladie qui reste une maladie relativement rare est relativement négligé, et je ne crois pas qu'il y ait des vaccins qui sont en développement à l'heure actuelle au niveau de l'industrie pharmaceutique, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Mais c'est pas une maladie très préoccupante à l'échelle mondiale de par le nombre de cas qu'elle fait. C'est probablement pour ça que il n'y a pas plus de recherche que ça au niveau vaccination, mais les signes, en fait, ils sont relativement peu spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont partagés avec d'autres maladies. En fait, la plupart du temps, la fièvre Q, elle se révèle par une fièvre isolée. Parfois, selon les pays et selon les séries, dans 15 à 50% des cas, il y a des signes respiratoires qui sont associés, soit une simple toux, soit carrément ce qu'on appelle une pneumopathie, donc une infection pulmonaire. Et puis, il peut y avoir aussi à l'analyse biologique des anomalies du foie, ce qu'on appelle une hépatite biologique, des anomalies des enzymes du foie. Il peut y avoir également des anomalies de certaines lignées sanguines, mais parfois il peut s'agir d'une fièvre isolée. Ça, c'est ce qu'on appelle la fièvre Q aiguë. C'est juste après l'inhalation et le contact avec la bactérie. Il y a une période d'incubation, c'est-à-dire le moment où on a été en contact avec la bactérie et le moment où on développe les symptômes, en général d'une quinzaine de jours, et puis 15 jours, 3 semaines. Et puis il existe une autre forme qui est d'ailleurs très débattue à l'heure actuelle, qui est sujet à polémique, qui s'appelait jusqu'à présent la fièvre Q chronique, qui a été rebaptisée par l'équipe du Centre national de référence la fièvre Q persistante focalisée. Et en fait, c'est quand on a attrapé la fièvre Q, donc Coxella burnetii à l'occasion de la fièvre Q aiguë, et qu'on ne s'est pas débarrassé de la bactérie, et qu'on avait par ailleurs des facteurs favorisants. Le principal facteur favorisant est le fait d'avoir une anomalie au niveau d'une valve cardiaque ou au niveau d'un gros vaisseau. Et en fait, la bactérie vient se nicher sur une valve cardiaque ou sur un gros vaisseau, donnant alors cette fièvre Q persistante focalisée sous la forme de ce qu'on appelle une endocardite, ça c'est l'infection d'une valve du cœur, ou d'une infection vasculaire. Donc ça peut être une infection d'un gros vaisseau qui va se traduire en général par un anévrisme qui peut même aller jusqu'à se rompre, ou bien une infection si quelqu'un est par exemple porteur d'une prothèse cardiaque ou d'une prothèse aortique, la bactérie peut venir infecter cette prothèse cardiaque ou vasculaire, et dans ces cas-là, ça va donner cette fièvre Q persistante focalisée. Les personnes à risque sont principalement les personnes ayant une profession en rapport avec les animaux. C'est ces gens-là particulièrement qui peuvent être atteints par la fièvre Q. Encore une fois, là je parle de la situation générale dans le monde, la situation en Guyane étant très différente. Donc les éleveurs, les agriculteurs, les vétérinaires et les gens travaillant dans les abattoirs, etc. Ce qui explique qu'on a finalement plus d'hommes que de femmes qui attrapent la fièvre Q. Ça, c'est la première chose, et qu'on a finalement assez peu de cas chez des enfants, vu qu'il s'agit d'une maladie principalement professionnelle. Les personnes à risque sont les personnes porteuses d'une anomalie des valves cardiaques ou bien porteuses d'une prothèse valvulaire cardiaque, les personnes ayant éventuellement des anomalies vasculaires sur les gros vaisseaux, également les personnes immunodéprimées, notamment celles qui reçoivent des médicaments visant à diminuer leur immunité et leurs anticorps, notamment dans le cadre des maladies auto-immunes, mais c'est possible aussi dans les chimiothérapies, les transplantations d'organes, etc. Et puis on sait qu'il y a une forme aussi qu'il faut particulièrement surveiller, qui est la forme chez la femme enceinte, qui ne va non pas développer une forme persistante, mais par contre avec un risque non négligeable pour l'embryon, puis surtout le fœtus, avec un risque de fausses couches, de malformations et de mort fœtale in utero.
C'est une bactérie qui est intracellulaire. Donc c'est pas comme une infection pulmonaire où on va analyser le crachat, on va trouver la bactérie. Une infection urinaire où on va analyser les urines, on va trouver la bactérie. Là, c'est un tout petit peu plus compliqué. La méthode la plus fréquemment utilisée, c'est ce qu'on appelle le sérodiagnostic. C'est-à-dire qu'on va en fait doser dans le sang les anticorps que le corps développe suite au contact avec cette bactérie. Sauf qu'il met quelques temps à les développer et en fait, les anticorps, ils n'apparaissent en général que une semaine, voire plutôt 2 à 3 semaines après le début des signes, ce qui fait qu'au moment où on veut traiter le patient, eh ben, on n'a pas encore ce résultat. Il y a encore d'autres moyens de traiter, de diagnostiquer cette pathologie, c'est par la PCR, la polymérase chaîne réaction, donc qui est en fait de la biologie moléculaire et qui permet de détecter directement du génome des acides nucléiques de la bactérie. Ça peut se faire dans le sang, mais on dit qu'à la phase aiguë, en général, c'est relativement court. Ça peut aussi se faire parfois dans les prélèvements respiratoires, les crachats. J'ai même vu un congrès la semaine dernière où on faisait de la PCR sur des prélèvements de gorge qui semblent pouvoir revenir positifs. Et puis, dans le cas de la fièvre Q persistante, si on a été obligé d'opérer la personne soit d'un anévrisme de l'aorte, soit d'une valve infectée, dans ces cas-là, la pièce opératoire, on va faire la PCR dessus, on va retrouver la bactérie. La clinique ne suffit pas parce qu'en fait, ça peut ressembler à autre chose. Ça peut ressembler à une fièvre tout venant, ça peut même se confondre avec une hépatite virale, ça peut se confondre avec une infection pulmonaire à pneumocoque, qui est la principale bactérie qui donne les infections pulmonaires. Ça peut se confondre avec pas mal de choses. Et même sous les tropiques, ça peut se confondre avec le paludisme. Un des diagnostics différentiels est effectivement la brucellose, mais là on est vraiment sur des histoires de géographie. La brucellose, ça atteint, c'est un peu les mêmes patients, c'est-à-dire que c'est aussi une maladie, c'est aussi une zoonose. Et c'est aussi transmis par le bétail. Dans les zones où on a du bétail, on peut attraper la brucellose. Donc c'est une maladie qui est connue dans certaines régions d'élevage en Amérique du Sud. C'est très connu également au Maghreb, la brucellose. Alors le problème, c'est que la fièvre Q, pour revenir à elle, est clairement sous-diagnostiquée dans un certain nombre de pays. Une des hypothèses qui a été émise récemment, et notamment par le docteur Carole Eldin, qui a fait une grosse revue de la littérature sur la fièvre Q, c'est que l'Afrique et l'Afrique du Nord y compris, serait probablement un des continents les plus touchés par la fièvre Q, sauf que vu les ressources plus limitées du continent africain concernant cette maladie, il est possible que pour l'instant on ne le sache pas exactement. Mais les quelques études qui ont été faites, notamment dans les régions d'élevage, que ce soit en Afrique subsaharienne ou certaines qui ont eu lieu en Algérie et de façon plus générale au Maghreb, ont montré qu'il y avait probablement plus de fièvre Q qu'on ne le croyait, et dans les régions où il y a également la brucellose. La fièvre Q, comme la plupart des infections bactériennes, peut se traiter par antibiotiques. On refait un petit rappel, les antibiotiques, ce sont des molécules, des médicaments qui marchent sur les bactéries, mais qui ne marchent pas sur les virus ou sur les parasites. Donc le grand exemple, c'est de dire que quand on a la grippe, il n'y a aucun intérêt à mettre des antibiotiques parce que ça ne marche pas dessus. Donc ça, c'était un petit rappel. Vous en ferez ce que vous voulez. La fièvre Q est donc une bactérie et de ce fait, elle peut se faire traiter par des antibiotiques. Et donc à la phase aiguë, il est effectivement intéressant de donner des antibiotiques. Le principal antibiotique efficace sur la fièvre Q est de la famille des cyclines, ce qu'on appelle la doxycycline. Mais on sait qu'il existe aussi d'autres antibiotiques qui marchent sur la fièvre Q, sur Coxiella burnetii, principalement le cotrimoxazole, et puis on a aussi des molécules de la famille des fluoroquinolones, mais qu'on évite en général de donner de façon trop empirique, c'est-à-dire sans avoir identifié la bactérie. Il existe deux autres aspects du traitement de la fièvre Q. Si vous faites une fièvre Q aiguë et que on va donc vous faire un dépistage pour voir si vous avez des facteurs de risque de développer une fièvre Q persistante. Pour ça, le principal examen qu'on va faire, c'est une échographie du cœur transthoracique, avec une petite sonde qu'on pose sur la paroi thoracique. On regarde comment fonctionne le cœur pour voir si vous n'auriez pas une anomalie des valves asymptomatiques cachées. Parce que si on trouve ça, caché ou pas caché, eh ben, ça va nous obliger à mettre en place une antibioprophylaxie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas malade, mais simplement vous avez attrapé la fièvre Q, on ne sait pas si vous en êtes débarrassé, et pour éviter qu'elle vienne coloniser votre valve cardiaque, on va mettre un traitement pendant 12 mois, qui comprend à la fois la doxycycline, l'antibiotique dont je viens de vous parler, et un autre médicament qui favorise la pénétration de la doxycycline dans les cellules, qui s'appelle l'hydroxychloroquine ou le plaquenil, qui est un médicament qu'on utilise dans d'autres pathologies, et notamment une qui s'appelle le lupus.
On trouve ce traitement partout. Alors le plaquenil est peut-être moins évident à trouver dans les pays à plus faibles ressources. Et puis si vous avez la malchance d'avoir développé une fièvre Q persistante, donc une infection de la valve ou des gros vaisseaux, dans ces cas-là, ce sera le même traitement que la chimioprophylaxie, que l'antibioprophylaxie, à savoir la doxycycline et le plaquenil, et ce pendant 12 mois à 18 mois, voire parfois 24 mois chez certaines personnes. Donc voilà, ça soigne bien, mais c'est très long. À ma connaissance, on ne peut pas rester porteur de cette bactérie toute sa vie. Quand on parle de fièvre Q chronique, c'est qu'on est en train de développer le terme, et c'est pour ça que le terme a été changé, parce que fièvre Q chronique, ça donnerait l'impression qu'on peut l'avoir et puis qu'on peut rester avec. Non, en fait, c'est une forme plus grave de la fièvre Q, plus invalidante, plus agressive, même si agressive dans le sens où elle va détruire progressivement, par exemple, la paroi de l'aorte ou une valve cardiaque. Mais c'est vrai que ça se fait de façon un peu subreptice progressivement et que le diagnostic n'est pas toujours évident, et c'est le diagnostic de cette fièvre Q persistante repose à la fois sur de l'imagerie, l'échographie cardiaque, parfois l'échographie cardiaque transœsophagienne, on met en fait une sonde juste dans l'estomac pour aller voir mieux le cœur, ça repose sur le scanner du thorax, de l'abdomen, du pelvis pour aller voir les artères, souvent avec l'injection de produits de contraste pour visualiser les artères. Ça peut reposer aussi sur un scanner qui est fait avec de la médecine nucléaire qui s'appelle le TEP scan. Voilà, ça va reposer également sur les prélèvements sanguins avec notamment le dosage des anticorps, parce qu'il y a différents types d'anticorps qui apparaissent selon que c'est une fièvre Q aiguë ou une fièvre Q chronique. On peut en mourir. Alors à la phase aiguë, c'est rarement, c'est une infection qui vous envoie rarement en réanimation, mais ça peut arriver. Et par contre, la forme chronique, elle peut être extrêmement grave si ça a détruit une valve cardiaque ou une aorte. Quand on n'a plus d'aorte, on se sent généralement moins bien. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour moi d'évoquer les spécificités de la fièvre Q en Guyane, parce qu'il existe effectivement une épidémiologie extrêmement particulière en Guyane. Donc je vous rappelle, la Guyane, petit département territoire français logé au nord-est du continent sud-américain, dans l'Amazonie, entouré par des pays à ressources plus limitées et donc avec également de la recherche plus limitée. Et il faut savoir que si l'incidence de la fièvre Q en Guyane est extrêmement élevée, c'est une maladie par ailleurs qui est à peine décrite dans tout le reste du continent. Ça a d'ailleurs fait l'objet il y a quelques temps d'une publication de notre part qu'on a faite conjointement avec les spécialistes de la maladie du reste du continent, du Suriname, du Brésil notamment, mais elle est pratiquement pas décrite dans le reste de l'Amérique du Sud. Donc ça, c'est la première chose. C'est une découverte qui est relativement récente. En fait, au milieu des années 90, un certain nombre de patients se sont retrouvés avec des formes relativement graves d'infection pulmonaire qui les ont emmenés en réanimation. Il y en a même un qui est décédé, et à cette occasion-là, on a cherché de façon un peu plus large qu'est-ce qu'il y avait plus les infectés, et on est tombé sur la fièvre Q. Cette fièvre Q qui était pourtant connue depuis les années 50, mais comme c'est une zoonose, elle était plutôt connue chez le bétail. Et puis, un certain nombre d'études ont été réalisées. Alors, on a repris les sérums qui avaient été adressés à l'Institut Pasteur de Cayenne pour des raisons de fièvre. En fait, on les a repris de façon rétrospective, et en fait quand on regardait sur des sérums envoyés depuis les années 50 jusqu'au milieu des années 2000, on s'apercevait que le nombre de cas, la proportion pardon, de sérums sur lesquels on retrouvait de la fièvre Q augmentait progressivement jusqu'à un nombre de cas tout à fait colossal, avec une incidence retrouvée pour l'année 2006 de 120 cas pour 100 000 habitants par an, ce qui vous parle pas, mais pour vous donner un exemple, dans le même temps en France, il y avait 0,5 cas pour 100 000 habitants par an sur la même année, alors que le sud de la France est considéré comme l'une des zones d'endémie, c'est-à-dire où on retrouve régulièrement de la fièvre Q tout au long de l'année. Et on sait qu'il y a d'autres pays dans le monde où de temps en temps on trouve, ça fonctionne plutôt par bouffée épidémique, la fièvre Q. Une des épidémies les plus connues, c'est une qui a eu lieu dans les années 2000 aux Pays-Bas, avec sur 3-4 ans plusieurs milliers de cas qui ont été décrits. Encore une fois, on est dans un schéma classique de transmission par le bétail. Il y a quelques autres pays où on sait qu'il y a de la fièvre Q, il y en a en Espagne, il y en a dans certaines régions du Canada, en Israël aussi, ils décrivent des cas régulièrement. Il se trouve que je reviens d'un congrès où j'ai vu des cas de fièvre Q avec un poster proposé par des collègues de Corée du Sud. Donc vous voyez qu'on en trouve vraiment partout. Mais vraiment, ce chiffre de 120 pour 100 000 habitants par an est extrêmement élevé, même plus que l'Australie où ça a été décrit initialement. Entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000, on s'aperçoit qu'il y a un nombre de cas absolument colossal de fièvre Q en Guyane. Toujours
en pondérant par rapport à la population de la Guyane qui est de 200-250 000 habitants. Voilà, donc les recherches ont commencé à se faire de ce côté-là. Une des particularités de la fièvre Q de Guyane qui a été mise en évidence, c'est que là où on sait, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, que la forme pulmonaire représente, selon les séries, de 15 à 50% des cas, et ben en Guyane, la forme pulmonaire, donc l'infection pulmonaire, c'est plus de 90 à 95% des fièvres Q. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a une forme probablement plus agressive, et ça fait d'ailleurs partie des sujets de recherche à l'heure actuelle du Centre national de référence à Marseille, parce qu'après plusieurs années, on a fini par mettre en évidence un sérotype unique pour la Guyane, c'est celui qu'on appelle le sérotype MST17, et qui serait peut-être plus agressif, plus virulent qu'un autre. Alors ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que ce sérotype tout à fait unique, donc d'une part, c'est celui qui est retrouvé systématiquement sur tous les prélèvements qui reviennent positifs issus des patients de Guyane, et à l'inverse, quand cette souche très particulière a été recherchée au niveau du CNR, le CNR, ils ont repris toutes leurs bases, et ils ont repris tous leurs éléments de ce sérotype MST17, et ils se sont aperçus que l'exclusivité, enfin l'intégralité des patients qui avaient été identifiés avec ce sérotype avaient tous voyagé au moins une fois en Guyane. Donc c'est vraiment une souche très spécifique de Guyane, probablement un peu plus agressive, et ce qui a été démontré également par des expérimentations sur les souris. Donc on en est où? On en est qu'on a une incidence extrêmement élevée de la fièvre Q en Guyane, qu'il y a une atteinte pulmonaire prédominante largement au-delà de ce qui est décrit ailleurs. On a probablement, mais ça c'est en cours d'investigation, des formes de fièvre Q persistante plus fréquentes qu'ailleurs. Mais ça c'est en cours d'investigation, on n'en est pas encore complètement sûr, puis c'est un petit peu sujet à polémique. Ensuite, l'une des choses qui est vraiment intéressante dans la connaissance de l'épidémiologie, c'est que, contrairement au reste du monde, on pense que le réservoir ne vient pas du bétail. Les cas qui ont été décrits en Guyane n'ont aucun lien, strictement aucun lien, avec le contact avec le bétail. Par ailleurs, un certain nombre d'études ont été faites pour aller rechercher cette fameuse bactérie dans le monde animal. Quand on a une zoonose, on va chercher d'où peut bien venir la bactérie et où est-ce qu'elle peut être entretenue dans le règne animal. On sait qu'en métropole, c'est les veaux, les vaches, les chèvres, les suilets, donc les porcs, etc. En Guyane, tous ceux qui ont été prélevés sont négatifs. Il y a une fausse rumeur qui court en Guyane qui dit que ce serait probablement les chauves-souris qui en sont porteuses, mais c'est complètement faux. Et en fait, pour l'instant, il y a très peu d'animaux qui ont été retrouvés porteurs de cette bactérie. Il y a quelques années, c'était vers 2014, à l'occasion d'une épidémie qui avait eu lieu dans des habitations de militaires près de Cayenne, qu'on a appelé l'épidémie du camp du Tigre. Un paresseux a été retrouvé mort près de ce camp où il y avait, de ce foyer où il y a eu l'épidémie, et il était un paresseux, donc c'est un animal, vous savez, qu'on voit qui est accroché aux arbres comme ça, puis il y a au moins 2 espèces en Guyane, le paresseux à 3 doigts, le paresseux à 2 doigts. Ben, c'est le paresseux à 3 doigts qui a été retrouvé positif à la fois. Il était mort, donc il a été disséqué dans la rate, dans les selles, et puis même les tiques dont il était porteur. Sauf que dans les suites, d'autres paresseux de la colline ont été prélevés qui étaient négatifs, et il y a un centre de sauvegarde des paresseux qui se trouve un petit peu en dehors de la ville et où ils ont été prélevés et où c'est également revenu négatif. Alors, l'histoire de cette épidémie du camp du Tigre, c'est qu'en fait des investigateurs, notamment le docteur Pommier de Santi, qui était le médecin épidémiologiste militaire de l'époque, avaient démontré que les personnes qui avaient été en contact avec ce paresseux, parce que c'est un animal qui est plutôt débonnaire, et les gens aiment bien se prendre en photo avec lui dans les bras, parce qu'il vous en serre comme ça, et donc on avait montré que les familles, parmi les 11 patients qui avaient attrapé la fièvre Q, c'était un petit village de 50 personnes, donc ça faisait un taux d'attaque de 20%, ce qui est vraiment énorme pour la fièvre Q. Bon, on montrait que ceux qui avaient été infectés avaient plus souvent pris le paresseux dans les bras que ceux qui n'avaient pas pris le paresseux dans les bras, et juste à ce moment-là, on trouve un paresseux positif. Il est très probable que cette épidémie-là était liée à un paresseux qui était infectieux et qui a contaminé les gens. Ça n'explique pas le reste de l'épidémie, vu qu'on a, nous, quotidiennement, ou presque, des cas de fièvre Q diagnostiqués, avec une petite nuance. Comme vous savez, la Guyane est un département extrêmement pluriculturel, pluriethnique.
il y a des Amérindiens, il y a des Noirs marrons Bushinengue, donc qui sont des descendants d'esclaves des colonies hollandaises qui vivent sur le fleuve. Il y a des créoles guyanais et antillais. Il y a des Européens issus de la France hexagonale et puis de l'Europe. Il y a des Brésiliens, des Haïtiens, des Surinamais, des Guyanéens, des Chinois, des Mongols. Bref, c'est une population très mélangée. Mais ce qui est intriguant, c'est que la fièvre Q en Guyane touche principalement ceux qu'on appelle les métros, donc les Européens, et puis globalement les personnes issues d'Europe ou même des Africains qui seraient venus vivre en Guyane, et les créoles. Et finalement touche moins les autres populations, ce qui est relativement intriguant, parce que finalement quand on voit ça, ça touche les populations les plus aisées de Guyane, là où on sait qu'en général les maladies infectieuses ont plutôt touché les populations les plus défavorisées. Donc ça c'est une première particularité. Et puis on a pu démontrer aussi qu'à l'échelle de la Guyane, la fièvre Q touchait principalement Cayenne et ses environs, et finalement très peu le reste de la Guyane, très peu Kourou, très peu Saint-Laurent, même si c'est probablement moins recherché. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des particularités. Et comme je le disais tout à l'heure, pratiquement inconnu dans le reste de l'Amérique du Sud. Donc on se pose beaucoup de questions sur pourquoi la Guyane. Le paresseux a été retrouvé positif, et il y a eu une autre épidémie, toujours les militaires qui nous ont aidés, toujours le docteur De Santi qui était encore là à l'époque. Une petite épidémie, ce qu'on appelle un cluster, qui a eu lieu dans un carbet, c'est-à-dire une petite baraque en bois au bord d'un fleuve qui s'appelle la Comté, où des militaires avaient été passés le week-end. Et sur 18 militaires qui ont été passés le week-end dans ce carbet, il y en a 5 qui ont attrapé la fièvre Q. Donc ça contredit ce que je viens de vous dire, vu qu'en général c'est en zone citadine autour de Cayenne, mais là c'était vraiment en forêt. Et on a été investigué là-bas pour essayer de savoir où est-ce que ces jeunes militaires avaient attrapé la fièvre Q. Je trouve que j'ai fait partie de l'équipe d'investigation avec les militaires. Et tout a été prélevé, vous imaginez pas, on a prélevé les poussières, les petites crottes qui traînaient, l'herbe, sous le carbet on a été farfouillé, on avait mis des cages parce qu'on se demandait si c'était pas lié à des rongeurs, on a même été déterrer des fourmilières, se demandant si ça pouvait pas être une bactérie, bref, etc. Il faut savoir penser à tout. Et finalement, on a eu un élément qui est revenu positif. C'était des petites crottes comme ça qui ont été retrouvées à proximité du carbet, et qui étaient des crottes liées à un animal qui s'appelle le cabiai ou capybara. Et pour que vous le représentiez, c'est le plus gros rongeur du monde. Celui que les Français peuvent s'imaginer, c'est le ragondin. Mais une sorte de ragondin version taille de Labrador. Donc voilà, et en fait le mode de contamination vers les humains, et ben ça a été que ceux qui ont attrapé la fièvre Q à l'occasion de ce cluster, c'est ceux qui avaient passé le rhodophile. Vous voyez là cette débroussailleuse avec le truc qui tourne, et en fait ceux qui avaient passé le rhodophile étaient ceux qui étaient plus à risque d'avoir attrapé la fièvre Q. Donc on reste toujours dans quelque chose de très logique. Vous vous rappelez ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une maladie qui résiste bien dans l'environnement, que ça soit en métropole avec le bétail ou en Guyane avec une faune sauvage. C'est émis dans l'environnement avec les spores de la bactérie qui restent, qui sont très solides, et puis à l'occasion d'un phénomène qui peut être le vent, le Mistral dans le sud de la France, ou ici le passage du rhodophile, la mise en suspension dans l'air de ces bactéries les gens l'inhalent et développent la maladie. Donc voilà où on en est. Pour l'instant les recherches sont arrêtées, mais il y a tout un tas de projets de recherche un peu plus avant du réservoir de cette maladie. Il y a des projets à l'heure actuelle pour aller chercher cette maladie dans la faune sauvage de façon un peu plus large. Donc il y a des choses qui vont se faire avec notamment l'ONCFS, donc l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et puis d'autres gens qui sont intéressés par cette maladie. Donc on va aller rechercher un peu plus loin la fièvre Q chez les félins, chez les rongeurs. Il va falloir qu'on se repose la question de cette histoire de fièvre Q chez les chauves-souris, parce que vraiment ça n'a jamais été retrouvé chez les chauves-souris, et beaucoup de Guyanais sont convaincus qu'ils l'ont attrapé par le biais de fientes de chauve-souris, parce que les chauves-souris viennent nicher dans le toit. Jusqu'à présent, nous, on l'a jamais retrouvé. Puis là, il y a eu une publication l'année dernière des Brésiliens. Alors, c'est un écosystème très différent, mais dans la forêt atlantique, là, au-dessus du côté de Sao Paulo et de Rio, ils ont retrouvé des chauves-souris porteurs de la fièvre Q. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de questions à se poser. Pour conclure, la fièvre Q en Guyane, c'est un peu un mystère. Ça tombe bien, c'est son nom. Si dans le reste du monde, beaucoup de choses ont été élucidées, nous, il y a plein de choses qu'on n'a pas élucidées. Pourquoi est-ce qu'on a l'incidence, donc le nombre de cas le plus élevé au monde, on l'a toujours pas expliqué, avec
En plus de ça, un contraste saisissant avec les pays voisins et notamment tout le continent où pratiquement pas de cas ont été décrits. Il semblerait que le réservoir habituel qui est le bétail chez nous n'est pas retrouvé vu que le bétail est retrouvé négatif. Il existe probablement un réservoir dans la faune sauvage, mais c'est pas le seul et unique paresseux qui a été retrouvé positif alors que les autres ont été trouvés négatifs. Et notre seul rongeur cabiai qui vont expliquer toute l'épidémiologie particulière et notamment le fait que ce soit seulement certaines couches de population qui l'attrapent et dans certains coins. On n'a pas l'explication, d'autant que le paresseux ou le cabiai, on les trouve aussi en Colombie ou au Pérou. Et puis, cette forme plus virulente, peut-être reste à élucider. D'autres réservoirs de la maladie, ça reste à élucider. Et donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire pour essayer de comprendre cette maladie tout à fait particulière. Et puis, on essaye d'entraîner avec nous, mais ça, c'est en train de se faire, les collègues et les chercheurs du reste de l'Amérique du Sud pour qu'ils approfondissent un petit peu aussi de leur côté, savoir si on est vraiment une exception épidémiologique en Guyane ou si on est le sommet de l'iceberg et qu'en fait, cette fièvre Q, elle est répartie un petit peu partout en Amérique du Sud. Voilà, plein de projets. En pratique, ma pratique à Cayenne, elle ressemble à ce qu'on fait comme infectiologue parisien, parce que je soigne aussi quotidiennement des infections urinaires, des infections post-opératoires, je gère des bactéries multirésistantes, je gère des patients qui sont infectés par le VIH, mais il y a aussi certaines maladies tropicales qui ne sont pas du tout connues de mes collègues de Paris ou de Brest. Des publications sur la fièvre Q, on en fait très régulièrement. Là, on a fait un certain nombre de publications. Il y en a plusieurs qui sont en cours en ce moment, où on a revu les dernières études d'incidence sur la fièvre Q remontées à 2006. Donc là, avec le docteur Pauline Thiel, qui est médecin infectiologue, on est en train de faire un travail sur l'incidence de la fièvre Q entre 2007 et 2017 en Guyane, pour revoir un petit peu les chiffres. On voit que maintenant l'incidence s'est relativement stabilisée. Avec le docteur Dubois qui est venu se former chez nous, on fait un travail où on montre que certains antibiotiques, notamment les macrolides, sont moins efficaces et aboutiraient probablement à plus de formes persistantes que chez les patients qui sont traités par doxycycline. Voilà, ça c'est un travail qui est en cours, le tout toujours avec le professeur Jossou qui est mon chef de service. On a un autre travail où, comme je l'évoquais tout à l'heure, on essaye de savoir quelle est le nombre exact de formes persistantes et voir si nous on a beaucoup plus de fièvre Q aiguë. Est-ce qu'en conséquence, on a plus de fièvre Q persistante en Guyane? C'est ce qu'on essaie de démontrer. Et puis voilà, il y a ce travail qu'on va faire de façon transdisciplinaire sur la recherche de fièvre Q dans le monde animal, chez les oiseaux, chez les félins, etc. Donc ça qui est en cours aussi. Et pour finir, il y a cette fameuse PCR, donc la biologie moléculaire, qui va bientôt être disponible en routine à l'hôpital de Cayenne, avec notamment l'aide du professeur Magali Demar et du professeur Marie-Vonne Duhems, qui sont en train de la mettre en place à l'hôpital de Cayenne et qui viennent épauler les collègues de l'Institut Pasteur qui eux faisaient la sérologie jusqu'à présent. Et donc grâce à cette PCR, on va probablement pouvoir faire de la recherche plus systématique au moment où on a de la fièvre et pas 2 ou 3 semaines après comme on le fait habituellement, de façon à savoir un petit peu plus sur cette maladie, sur cette zoonose. Un petit bonjour à toute la famille de Paris, d'Alger et tous les collègues de Guyane.